Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de publication Agora. Nous sommes avec Arthur Toss, notre expert en innovation et nouvelles technologies. Alors merci Arthur d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité, hein. Alors si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui inquiète particulièrement les places financières et il s'agit de la crise immobilière qui est en train de frapper la Chine de plein fouet. Alors effectivement, la semaine dernière, Country Garden, un promoteur immobilier chinois de grande envergure, a annoncé qu'il était dans l'incapacité de régler les intérêts de paiement de sa dette. Alors Arthur, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cet événement est important et en quoi la situation est inédite? Important parce que quand vous êtes sur des sociétés qui ont des bilans de plusieurs centaines de milliards, que Country Garden, c'est un peu plus d'une centaine de milliards, donc ça commence quand même à être un peu important. Il y a un mini côté systémique, d'accord? Dès que vous posez 100 milliards, que vous êtes une grosse boîte, parce que tout le monde est lié à vous, parce que si vous licenciez, vous allez licencier n'importe comment des dizaines de milliers de personnes, que on a tout ce qu'on appelle l'économie induite. Donc, vous savez, quand vous avez une entreprise, ben, on dit toujours que un emploi permet d'en créer X autres à côté, etc. Bah, quand vous détruisez un emploi, c'est la même chose, hein. Donc, quand c'est détruit un peu n'importe comment à la va-vite, etc., il peut effectivement y avoir des impacts qui vont être assez violents et qui peuvent être assez rapides. Et ça, il faut effectivement pas trop le voir comme quelque chose de qu'on maîtrise entre guillemets, parce que en fait les phénomènes et les mécanismes de transfert comme ça, on les maîtrise finalement assez peu, parce qu'ils peuvent se faire très vite, ils peuvent ne pas se faire, et en fait on ne sait pas très bien pourquoi. Des fois ils se font, des fois ils se font pas. Je vais vous prendre un exemple. Les banques locales américaines, on en avait beaucoup parlé. Il y avait un risque, un vrai risque de contagion. Finalement, la contagion a été plutôt bien gérée. Donc, la problématique, c'est qu'après, vous rentrez très vite dans un domaine de confiance. Et donc, vous allez avoir les confiances des fournisseurs de Country Garden, des fournisseurs de Evergrande, etc. etc. La confiance aussi du marché financier, la confiance d'énormément d'acteurs qui est très difficilement analysable, en fait. Voilà. Ça, on peut pas vraiment dire quelle va être la confiance de chaque PME qui est liée à ça et comment les gens vont réagir. Or, effectivement, si vous commencez à avoir des PME, surtout en Chine, parce qu'il y a un secteur quand même de la construction qui a des très grands groupes, mais aussi plein de petits groupes, si vous commencez à avoir plein de petits groupes qui vont commencer à licencier de manière très rapide, un peu n'importe comment, parce qu'ils se disent que demain tout peut s'effondrer et qu'il vaut mieux préserver ce qu'on a à l'heure actuelle dans l'entreprise plutôt que le dilapider, vous avez des situations qui peuvent faire un peu à la grecque et à l'espagnol, parce qu'en Grèce et en Espagne, c'est avant tout les petites PME du bâtiment qu'on liquidé très rapidement avant les très gros du secteur. Alors après, la Chine, c'est un peu différent parce que vous avez l'esprit du Parti communiste qui est derrière, etc. Donc, il y a un peu plus de limites. Vous n'avez pas de capacité de tout le monde de partir tête baissée dans une vision. Parce que le Parti communiste dira non, non, mais vous inquiétez pas, on sera là, etc. Et ça limite un peu ces phénomènes, mais ça reste un phénomène qu'elle a depuis très très longtemps, hein, au final, le phénomène de l'immobilier chinois. Parce que si on regarde la construction chinoise est avant tout liée à l'immobilier, hein. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle en détail ou pas, mais c'est un sujet qui est sur la table depuis, on va dire, ouais, bien 2017, voire même avant 2016, etc. Donc l'économie chinoise, elle est construite sur l'immobilier. Oui, comme toute économie émergente, quand vous avez un pays qui émerge, entre guillemets, vous avez une phase un peu d'euphorie. C'est normal, vous avez rien, d'accord? Le désert. Meilleur exemple, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, etc. Moi, j'étais au Qatar il y a 2 jours. Meilleur exemple, c'est ça. Vous prenez ces pays-là, il y a 50 ans, c'était le désert. Donc forcément, quand vous devez construire l'aéroport, que vous devez construire la gare, que vous devez construire l'hôpital, etc., vous avez une capacité à créer du PIB qui est, entre guillemets, pas du PIB périn, mais du PIB instantané. Pourquoi c'est du PIB instantané? Parce que, par exemple, vous construisez un aéroport. Ça va vous coûter 10, 15, 20 milliards. OK? Donc, ça vous coûte ça, ça rentre dans votre PIB. Après, une fois que vous l'avez construit, qu'est-ce qui vous reste? Le fonctionnement. Mais vous savez bien que généralement, quand vous faites construire votre maison peut vous coûter 500 000.
mais l'entretien de votre maison vous coûte pas 500 000 par an. Encore heureux, sinon personne ne pourrait se permettre de construire une maison. Bah, c'est la même chose là. Donc en fait, on a un boost de PIB les premières années parce qu'on construit, et après, on commence à être dans l'entretien des actifs. Et pour avoir un prochain boost de PIB, bah, il faut soit construire autre chose, soit avoir besoin de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau, etc. Alors ça existe assez peu en Europe parce que malheureusement, c'est difficile en Europe de détruire des biens pour aller construire d'autres biens par-dessus, hein, surtout en France. Vous avez des lois très, très strictes, mais par exemple, moi j'étais au Japon, là je reviens d'un mois au Japon, hein, et au Japon, vous allez dans Tokyo, vous avez souvent des buildings, au bout de 20-30 ans, ils sont rachetés entièrement, ils les rasent entièrement et ils en reconstruisent un nouveau, qui va être un peu plus grand, un peu mieux aménagé, etc. Donc il y a un phénomène de renouveau du foncier, qui a un peu moins en Europe, il y a un peu plus en Amérique du Nord aussi ce phénomène de renouveau du foncier. Mais entre guillemets, entre deux phases de renouveau du foncier, ben, votre PIB, il est contraint. Et ça, dans beaucoup de pays émergents, les gens ne l'adaptent pas à leur pensée. C'est-à-dire de se dire que effectivement, certes, un pays a eu une croissance de x4, x5, x6, x10, enfin whatever, mais si cette croissance-là, elle est due à 40-50% à un rattrapage des infrastructures, bah, si vous voulez, le PIB que vous avez facialement, c'est pas le PIB de long terme et vous pouvez pas le comparer avec une économie déjà émergée qui a déjà des infrastructures qui sont déjà là, etc. D'accord? Et ça, c'est quand même, c'est assez important. Mais d'ailleurs, c'est vrai pour tout le monde, hein, parce que la Grèce, c'était un exemple. Hein, il y avait rien. Il y a, pour ceux qui se souviennent, hein, vous prenez des photos de la Grèce il y a 60, 70 ans, il n'y avait pas grand-chose. Donc, dès qu'ils ont commencé à avoir un secteur du PIB, ça s'est entretenu. Et puis, généralement, après, vous savez, hein, dans l'économie, on adore les phases de bulle parce que dès qu'il y a de l'argent à se faire, tout le monde se dit, bah, il faut continuer. Et puis, c'est jusqu'à ce qu'on se prenne la porte dans la tête et que vraiment on commence à perdre de l'argent. Mais avant, on continue, on continue. Et il y a un mindset aussi dans l'immobilier qui est là depuis très, très longtemps, que moi, je combats voilà, tous les ans de manière importante, c'est de dire qu'en immobilier, on ne peut pas perdre. Et ça, c'est faux. C'est juste que l'immobilier, virtuellement, vous n'allez jamais valoriser vos actifs tous les jours. Alors que la bourse, par exemple, vous valorisez tous les jours. Donc, vous vous dites toujours que, bah, par exemple, j'ai 100 euros le matin, 97 le soir, le lendemain, j'ai 105, etc. Donc, vous avez de la volatilité. L'immobilier, vous pensez toujours que c'est un actif sécurisé qui peut pas trop baisser. Mais en fait, l'immobilier, ça peut baisser. C'est juste que les phases d'ajustement se font dans des temps qui sont un peu plus longs. Et ces temps-là sont surtout un peu plus longs parce qu'en fait, vous valorisez pas les actifs tous les jours. Au fond, on pourrait valoriser des actifs immobiliers tous les jours, mais ça aurait pas beaucoup de sens. Vous direz, votre immeuble, il vaut 1 150 000 le lundi, il vaudrait peut-être 1 125 000 le mardi. Voilà, mais enfin, entre guillemets, personne ferait ça et personne essaierait de jouer sur des arbitrages comme ça, ne serait-ce que pour une problématique aussi de fiscalité que vous avez pas sur, enfin, que vous avez moins euh, sur les actions. Donc ça, tout pays émergent a le même problème. Vous avez ce problème-là en Inde, sauf qu'en Inde, il y a plus de choses à construire. Vous avez ce problème-là qui va arriver au bout dans les pays du Moyen-Orient qui sont très fortement construits. Donc là-bas, vous allez avoir le Qatar, vous allez avoir Oman, vous allez avoir les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Peut-être un peu plus encore de possibilités de par l'explosion démographique qui est là et le fait qu'il y a beaucoup de villes aussi en Arabie saoudite où il y a encore des choses à faire. Mais vous avez plein de pays où effectivement l'immobilier, ben, il a été pourvoyeur d'une très très forte croissance et entre guillemets, ça ne durera pas. En plus, en Chine, on a un autre phénomène, c'est qu'on a un inversement des courbes de population qui commencent à arriver, avec de moins en moins de Chinois qui font des enfants, etc. Et ça, c'est un peu le même tableau global que ce qu'on avait au Japon avant qu'ils rentrent dans les décennies perdues de ces 20-30 dernières décennies à cause d'une crise de l'immobilier aussi. Donc ça se répète, malgré le fait que ça ne soit pas euh, les mêmes manières de gérer et les mêmes régimes politiques. Vous avez aussi autre chose, c'est qu'il faut savoir que en Chine, la construction, elle a été beaucoup drivée par l'État. Donc là, vous voyez sur le graphique, hein,
Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des terrains appartiennent pas à des particuliers, ils appartiennent à des mairies, d'accord? À tel point que la vente des terrains, d'accord, ça représente énormément des revenus et de la fiscalité des États. Enfin, des États, pas des États, mais des municipalités. Ça monte à 45%, hein. Vous voyez, sur 2020, pour vous donner un ordre d'idée, on était légèrement au-dessus de 5% en 2006. Donc, si vous voulez, il y a aussi une construction et une imbrication de l'immobilier dans tout le reste. Bon, il y a aussi les principes des conglomérats municipaux, parce que vous savez que en Chine, rien n'est simple. Et ils ont des entreprises qui sont gérées par des municipalités avec des conglomérats municipaux, parce que comme ils ont toutes très grands, quand vous êtes un peuple d'1,5 milliard, vous doutez bien qu'en fait, chaque ville est l'équivalent un peu chez nous d'une Île-de-France ou d'un Londres, etc. Et donc assez géants un peu locaux poussés par le Parti communiste. J'avais fait un article en 2019-2020. C'était avant tout sur les banques qui étaient liées à ces conglomérats locaux. Vous le retrouverez sur Opportunité Techno. Il y avait déjà des problèmes. Donc, il y a une multitude de problèmes qui s'empilent, en fait. Et le problème qu'on voit actuellement dans l'immobilier n'est qu'un bout du problème chinois. Vraiment qu'un petit bout. Et alors, est-ce que d'autres secteurs vont être touchés, comme par exemple la production industrielle ou l'industrie exportatrice? Tout sera touché par cette crise en Chine. La Chine, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous êtes un pays émergent, c'est un peu comme des marches dans une tour. C'est-à-dire, vous essayez toujours de monter le plus haut possible dans la tour, et il y a un moment où, en fait, vous pouvez plus. Il y a certaines étapes quand vous passez de pays entre guillemets émergents à pays émergés ou ce genre de choses. Vous ne pouvez pas passer marche par marche. Vous êtes obligé d'en sauter une dizaine d'un coup. Sinon, en fait, vous revenez 5, 10, 15 marches en arrière. Et la Chine, elle est un peu à ce niveau-là, en fait. Comme beaucoup de pays, d'ailleurs. Il y a beaucoup de pays qui sont des pays qui ont eu une construction ces 20, 30 dernières années, qui sont devenus développés, qui ont besoin un petit peu d'aller rejoindre le G10, G20, etc., de rentrer voilà, dans des standards de développement un peu à l'occidental, on dira, et ils n'y arrivent pas. Voilà. Ils n'y arrivent pas pour une multitude de raisons. Alors, il y a quelques pays qui ont réussi. Singapour est un très bon exemple de réussite. Les Émirats arabes unis en sont aussi, mais ça, c'est un peu extrême parce qu'ils ont une rente pétrolière qui est très très forte, alors que Singapour, c'est vraiment une construction plutôt voilà, pérenne sur des services, etc. Vous avez quelques pays qui ont réussi plus ou moins leur passage, même s'ils l'ont réussi, mais ils ont des difficultés, surtout dans les 10 prochaines années qui vont arriver, comme la Corée, par exemple, qui l'a réussi au prix d'un nombre d'heures de travail ahurissant et d'une diminution du taux de natalité qui est considérable. Mais après, vous avez beaucoup de pays où en fait, ils se sont pris les pieds dans le plat, ils n'ont jamais réussi. L'Argentine est un très bon exemple, hein. Si vous allez voir l'Argentine des années 60-70, c'était un pays qui était vraiment à la porte de l'occidentalisation. Et il s'est littéralement effondré. Alors que vous avez énormément de ressources en Argentine, hein. Vous avez du pétrole, vous avez des ressources agricoles, vous avez des ressources minières. Enfin, il y a vraiment tout pour, entre guillemets, la réussite. Et on peut pas dire que ça soit que une question politique parce qu'ils ont mal choisi le bonhomme à un instant T, etc. Non, non, c'est parce que c'est très compliqué d'arriver au niveau, entre guillemets, des Canadiens, des Américains, des Français, des Anglais, des Allemands, des Pays-Bas, de la Suisse, etc. Même si tous ces pays sont pas tout à fait au même niveau, etc., c'est extrêmement complexe. D'ailleurs, on l'a bien vécu en Europe avec la Grèce et l'Espagne. La Grèce et l'Espagne étaient en train de rattraper, l'ont fait avec l'immobilier, se sont effondrés. Et si vous prenez sur les 10-15 dernières années, là où vous allez voir les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas qui ont continué à se développer, vous voyez qu'en PIB par habitant et sur plein d'indicateurs, eh bien, la Grèce et l'Espagne, c'est pas terrible. Après, on peut voir la chose à moitié pleine, c'est-à-dire que la Grèce et l'Espagne, c'est pas terrible, mais maintenant le PIB lié au secteur de l'immobilier en Grèce et en Espagne, c'est vraiment très faible. C'est de l'ordre de 2 fois inférieur à l'Allemagne, qui est déjà un des acteurs les plus faibles du continent européen par rapport à sa taille, à son développement, etc. Donc on pense qu'il y a peut-être des opportunités de rattrapage sur ces économies-là, effectivement. Mais tous les secteurs, du coup, vont souffrir parce que quand vous avez une économie qui ralentit, tous les secteurs souffrent. Peut-être que certains secteurs souffriront moins que d'autres, c'est les secteurs de la tech qui profitent
de switch de consommation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous dites la consommation en Chine va rester ISO, elle va plus croître, comme vous avez de plus en plus de gens qui consomment sur Internet et de moins en moins en magasin, ben en fait, si vous faites le calcul, le volume de marchandises qui sera vendu en magasin, en physique, va descendre et le volume de marchandises qui sera vendu en ligne va augmenter. Donc, il y a quelques secteurs qui peuvent s'en tirer parce qu'ils sont pris dans des dynamiques de transfert de ressources qui sont des dynamiques majeures. Et bah, là-dedans, vous allez avoir l'e-commerce, toutes un peu toutes les thématiques qui peuvent être digitalisées, surtout si en plus cette digitalisation peut amener un prix qui est plus compétitif que le secteur, entre guillemets, qui existait avant d'être digitalisé. Donc, on peut mettre l'éducation aussi entre quelqu'un qui va vous faire des cours en ligne et quelqu'un qui va vous vendre un accès à une école qui va coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bah voilà, il y a peut-être plus de facilité dans le premier cas de vous vendre des accès à des sites qui vont vous apprendre des choses où vous allez tout faire de chez vous à moins cher que de vous vendre accès à une super université à 25 000 dollars, etc. Et est-ce qu'on doit craindre une crise financière systémique comme ça a été le cas pour la faillite de la banque américaine Lehman Brothers? Alors déjà, c'est pas tout à fait la même chose parce que Lehman Brothers, alors c'était une crise qui était systémique, mais elle était systémique parce qu'on était très liés les uns les autres. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le marché chinois est un marché assez atypique, surtout le marché de l'immobilier. Vous avez très peu de banques européennes ou même américaines qui vont prêter aux Chinois. D'accord? Ça n'existe pas. Et les produits structurés qui seraient émis sur la tête d'emprunteurs chinois, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Donc, tout ce qui est l'aspect produit structuré, etc., qu'on avait eu sur les Lehman Brothers, on est plutôt tranquille. La vraie problématique, c'est par contre les très, très grosses boîtes chinoises qui se sont créées ces dernières années. Donc, vous avez Evergrande, Country Garden, etc., tous ces conglomérats un peu de l'immobilier et d'autres secteurs, hein, parce que vous avez Fosun aussi dans l'assurance. Enfin, vous avez vraiment énormément de géants chinois qui sont devenus très, très grands. D'accord? Ces dernières années, qui, eux, ont eu accès au marché international du crédit, etc., qui, en plus, sont des acteurs qui, généralement, poussés par une politique un peu du Parti communiste qui disait que bah, il fallait avoir un peu en Chine les équivalents des grandes entreprises qu'on avait aux États-Unis. Donc, qui étaient présents sur une multitude de pays, qui grossissaient, etc., dans beaucoup de pays. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus gênant parce que, par exemple, pour vous prendre un exemple, Fosun, c'est un groupe qui commence à être un petit peu en difficulté, qui est dans l'assurance. Et Fosun, c'est ceux qui ont racheté le Club Med devant Bernard Tapie. Donc, c'est des gens qui ont acheté des actifs très, très chers à une époque parce qu'ils voulaient absolument se diversifier et avoir des actifs en Occident, etc. Et qui ont fait une course à la dette qui est un peu considérable et qui se retournent contre eux. Et c'est tout secteur confondu, hein, parce que je vous ai pris Fosun, c'est dans l'assurance, vous avez Country Garden, vous avez Evergrande, etc. Country Garden, ils ont fait des choses dans le cinéma, ils ont été sur beaucoup de choses, et c'est un peu ça aussi qui les a perdus. Si vous prenez Evergrande, ils ont fait des clubs de foot, ils ont acheté des chaînes de télévision, etc. C'est un peu ça qui les a perdus. Ils ont aussi créé un constructeur automobile électrique depuis zéro qui leur a coûté des dizaines de milliards. Donc voilà. Fosun, vous êtes dans l'hôtellerie et ils ont payé des hôtels. Récemment, Fosun a vendu un 5 étoiles à Londres. Ils ont vendu 30% du prix qu'ils avaient acheté. Voilà. Donc, si vous voulez, et ça, effectivement, la question, c'est à quel point ces grands groupes chinois sont malades et à quel point leurs dettes libellées en euros, en dollars, etc., ou même leurs dettes libellées en yuan, mais détenues par des institutions financières internationales, va devoir être retravaillée. Si elle doit être retravaillée de manière importante, alors à ce moment-là, ça peut faire des trous dans la caisse qui peuvent être très, très, très importants. Ça, c'est les grandes boîtes. Et après, en Chine même, là, par contre, il y a un phénomène qui est beaucoup plus inquiétant, qui est sur la partie financière de la Chine, où là, effectivement, c'est problématique, mais ça fait quelques années. Hein. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à revoir l'article que j'avais publié dans Opportunité Techno. Hein. Il y avait déjà des banques qui mettaient la clé sous la porte et on disait aux épargnants chinois, ben,
voilà, vous aviez 500 000 euros dans la banque, vous en avez plus que 200 000. Hein. Voilà. Et ça, c'est fréquent et ça fait 10 ans en Chine que ça arrive. C'est juste qu'on n'en parle pas. Parce qu'on a une vision de la Chine qui est idéaliste. C'est-à-dire, on se dit, les Chinois, ils ont compris comment avoir un PIB qui grossit, c'est un bon pays, ils vont devenir les numéros un devant les États-Unis. Moi, depuis que je suis Agora et bien avant, je dis à tout le monde que de notre vivant, il y a très, très peu de chances que la Chine passe devant les États-Unis en termes de PIB. Sauf à ce que la Chine se mette à soutenir très massivement son PIB, qu'elle commence à s'endetter un peu n'importe comment, etc. Mais si vous voulez, ça sera un peu comme le marathonien qui se met à courir un sprint sur voilà et avant la ligne d'arrivée, ils vont exploser. Ils passeront peut-être devant les États-Unis pendant 50 mètres et puis après ça fera boum parce que c'est pas soutenable. Donc ça, c'est effectivement un beaucoup plus gros problème pour l'économie mondiale, mais là qui est très difficilement anticipable parce que à ce moment-là, si vous commencez à vous dire que l'économie chinoise peut faire un peu comme l'économie grecque, etc., c'est-à-dire repartir en arrière de peut-être 5-10 ans, même si je pense que 10 ans, ça sera beaucoup trop, mais 5 ans, c'est possible. À ce moment-là, vous avez beaucoup d'entreprises qui vont en souffrir. Énormément, énormément. Et pas forcément le luxe, mais tout ce qui va être l'industrie, ce genre de choses peut en souffrir de manière assez forte. Tout ce qui va être les matières premières aussi vont en souffrir de manière très, très forte. Tous ces secteurs-là vont souffrir de ça de manière assez forte. Et justement, on a appris il n'y a pas très longtemps que l'iPhone 15 sera produit en Inde. Est-ce que de plus en plus d'entreprises vont quitter la Chine pour produire ailleurs en Asie? Bah oui, oui. Mais ça, c'est logique aussi. C'est-à-dire que tout le monde dit la Chine est la production du monde comme si c'était un truc qui était fini, etc. Mais à une époque, l'Angleterre était le centre du monde de la production. Puis on a délocalisé ailleurs parce que c'était trop cher. Bah, il arrive la même chose aux Chinois. Voilà. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire de la production à bas coût ad vitam aeternam dans un pays. C'est pas possible. Enfin, d'ailleurs, pas malheureusement, c'est plutôt heureusement qu'on devrait dire. Parce que ça veut dire aussi que votre peuple s'est tellement développé, vos connaissances ont tellement augmenté que si vous voulez, on considère que euh, prendre le temps des habitants de votre pays pour aller visser des vis, pour coller un écran sur un iPhone, ça vaut plus le coup et on peut faire des choses plus intelligentes et gagner plus d'argent et être plus épanoui parce que visser des iPhones, ça épanouit pas trop dans la vie quand même. Donc, Alors, effectivement, là-dessus, l'Inde prend de la part de marché, mais il n'y a pas que l'Inde. Hein. Parce que tout le monde parle beaucoup de l'Inde, mais attention, parce que l'Inde, c'est très compliqué. Il y a un problème de qualité en Inde qui existe depuis longtemps, qui est dû à des infrastructures qui sont manquantes, mais qui est dû aussi à une incapacité de l'Inde d'avoir une structure hiérarchique optimisée. Or, quand vous faites de l'industrie, il faut quand même généralement que derrière, il y ait des structures hiérarchiques optimiser. C'est-à-dire, si vous devez mettre du backchiche à droite, que après on vous dit, ah oui, mais tu étais censé avoir de l'eau, mais en fait, tu n'as pas backchiché la bonne personne, donc on t'a coupé l'eau, etc. Donc, dans ton usine de puce, tu n'as plus eu d'eau. Donc, voilà. Et en Inde, c'est encore beaucoup comme ça. Les gens, ils s'imaginent que l'Inde, voilà, mais voilà, pour vraiment travailler avec des boîtes indiennes et tout ça, c'est encore beaucoup comme ça. Par contre, vous avez des pays où c'est en train vraiment avancer très très rapidement. Un exemple typique, c'est la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays qui a commencé son développement, qui a une structure qui est assez stable, même si politiquement c'est compliqué en ce moment, mais ça c'est encore autre chose. Et il y a énormément d'actifs de production qui sont en train d'être délocalisés en Thaïlande. Par exemple, les Mac, maintenant, sont en train d'être faits de plus en plus en Thaïlande. Donc c'est vraiment tout le bassin de l'Asie du Sud-Est inclut l'Inde qui va profiter d'un transfert de production de la Chine vers là pour une question de prix. Voilà. et alors Arthur, quel conseil tu donnerais aux investisseurs qui ont des actions chinoises dans leur portefeuille, notamment dans le secteur de la tech? Encore une fois, ça dépend de ce que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez des grosses boîtes, si vous avez du Tencent, si vous avez du Alibaba, etc., je pense que
on est sur des prix qui sont affreusement peu chers en Chine. C'est-à-dire que vous êtes à peu près sur les prix de 2009. Donc ça vous montre qu'il y a une vraie crise en Chine, qu'elle est là, que le marché la price, etc. Après, voilà, quand vous vous appelez Tencent, vous avez quand même tout votre jeu vidéo à l'international. Bon, c'est un secteur qui a plutôt le vent dans le dos. Il y a de plus en plus de gens qui vont jouer aux jeux vidéo, etc. Quand vous êtes Alibaba, c'est encore différent, mais c'est très peu coté. Il commence à y avoir une vraie traction à l'international où il commence à faire un peu plus de sous, etc. Euh, donc, voilà, si vous êtes là-dessus, ça peut aller. Si vous êtes sur des plus petites boîtes, là, faut faire attention parce que ça peut se dégrader très, très rapidement. Et il faudrait pas se surexposer à la zone. Moi, je pense que quand on veut investir dans des pays comme ça aussi complexes, soit on prend vraiment des très grosses sociétés qui ont un minimum d'emprise à l'international, qui vous permettent de vous dire que même si ça tangue un peu dans ce pays, capables de faire des choses et ils sont capables de résister. Soit vous prenez un ETF en vous disant je vais jouer toute la recovery du pays, ce genre de choses. Mais après, moi, j'achèterais pas, par exemple, des industriels chinois bien spécifiques, etc. Parce qu'à mon avis, effectivement, ça peut très mal se passer. Après, de toute façon, s'ils veulent réussir leur transition, ça veut dire qu'en Chine, il faut parier plutôt sur les secteurs tertiaires. Donc tout ce qui va être des secteurs de la culture, du tourisme, etc., sont des secteurs qui devraient progresser parce que une fois que vous avez construit comme ils l'ont fait en Chine, après, vous devez exploiter les infrastructures, vous devez offrir des nouvelles qualités de vie à vos habitants, etc. Et donc, doucement, vous allez passer d'un pays qui repose sur une industrie manufacturière à un pays qui va de plus en plus reposer sur une industrie plutôt tertiaire de services, de production intellectuelle, etc. Et ça, c'est le chemin que doit faire la Chine. Donc, si vous êtes vraiment bullish Chine sur 20, 30 ans, il faut peut-être mieux essayer de chercher des secteurs comme ça, donc des gens, des exploitants de salles de sport, de choses comme ça, enfin des biens qui, entre guillemets, tireraient profit du hausse de niveau de la population chinoise et de son transfert d'une industrie manufacturière où vous avez assez peu de temps libre à une industrie un peu plus tertiaire où on a un peu plus de temps libre et on produit de la valeur différemment. Merci beaucoup Arthur pour ces conseils. Je rappelle à nos lecteurs que tu contribues à plusieurs lettres financières aux publications Agora, notamment à Newtech Insider, où tu proposes des recommandations d'investissement dans le secteur des nouvelles technologies. Donc j'invite ceux qui nous regardent à te rejoindre et à télécharger le rapport gratuit avec les 5 actions à avoir dans son PEA qui se trouve en description de la vidéo. Merci beaucoup Arthur encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.